Occitane. La revue de presse. Tour d'horizon de l'actualité locale. Agathe Petit. Et bonjour Agathe Petit. Bonjour Charles Guyard. 7h40, c'est l'heure de la revue de presse. Tout à fait. Et au risque de vous écœurer de bon matin, on va parler gastronomie et plus exactement repas de fête. Et oui, car dans un peu moins de 3 semaines désormais, nous serons tous à table à nous remplir la panse, du moins pour les plus chanceux d'entre nous. Il est donc temps de réfléchir au menu et c'est le magazine nanto-parisien Terra Eco qui nous propose un guide un peu particulier ce mois-ci, original en tout cas, puisqu'il s'agit de cuisiner local. Ce dossier qui représente quand même une dizaine de pages a été élaboré par Claire Lenestour, une Lorientaise. Elle a mené une véritable enquête en région parisienne et dans 5 grandes agglomérations de France, parmi lesquelles bien sûr Nantes, Toulouse, Lille, Lyon et Strasbourg. Je vous propose d'écouter les conclusions de l'auteur. On est parti du principe que Noël, c'est un peu la fête de la consommation, mais aussi du bien manger. C'est-à-dire que c'est la période de l'année où on se permet d'acheter des produits plus chers ou plus rares que l'on ne consommerait pas tous les jours. Et c'est aussi un moment de l'année où on prend le temps de cuisiner. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire la cuisine, de rester plus longtemps en fourneau pour faire une cuisine plus soignée et donc plus locale. Alors vous dites dans votre introduction, la filière est devenue opaque au XXe siècle. Alors ma question, c'est en quoi exactement et pourquoi surtout ? Parce qu'il y a une multiplication des intermédiaires. C'est-à-dire que quand on se promène en supermarché, il est très difficile de savoir exactement d'où viennent les produits. Souvent, on a une indication de pays, mais pas de région. Donc même quand il s'agit de produits français, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Alors vous dites également, et c'est un discours là aussi qu'on entend beaucoup, consommer local, c'est bon pour nous, c'est bon pour les producteurs et pour la planète. Alors finalement, pourquoi est-ce que ça ne décolle pas cette pratique ? C'est quoi les freins exactement ? Elle décolle, je dirais qu'elle décolle, mais ça décolle lentement. C'est-à-dire que pour consommer local, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une adresse centrale. Par exemple, moi à Paris, quand j'ai voulu faire mon repas de Noël, il était impossible d'avoir un point pour acheter tous mes produits. Donc j'ai dû commencer ingrédient par ingrédient, trouver les fruits et légumes d'un côté, la farine et les œufs de l'autre, la farine encore ailleurs. C'est pas forcément évident. Mais il y a quand même de plus en plus de filières qui permettent d'acheter directement aux producteurs. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de producteurs qui font de la vente directe. Oui, mais ce que j'allais vous dire, est-ce que c'est pas finalement aux producteurs aussi de se faire plus connaître, de se regrouper pour favoriser ce mouvement-là, parce que ça les arrange eux aussi ? Je pense que c'est une question de recherche. Effectivement, les producteurs n'ont pas forcément le temps et les moyens de se faire connaître et de créer des filières eux-mêmes. Ils ont aussi un travail de production à faire derrière. Et c'est vrai que la vente directe, ça prend du temps et ça demande des moyens. Et c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, moi j'ai découvert plein d'adresses que je ne connaissais pas du tout. Il fallait juste prendre la peine en fait de les chercher. C'est finalement très très compliqué de consommer local au quotidien. C'est pas simple. En fait, je pense que sur le menu de Noël, en tous les cas, c'est qu'il faut pas partir avec une recette établie en tête. Quand on veut manger local, la solution, c'est tout simplement d'aller voir les points de vente locales, d'aller voir les producteurs et ensuite on s'adapte aux produits. C'est plus les produits qui s'adaptent à nous, c'est nous qui nous adaptons aux produits. Ah ouais, mais il y a quand même une problématique de temps dans tout ça finalement. C'est sûr que ça prend du temps. Moi, j'y ai passé une semaine entière pour un repas de Noël. En fait, ça prendrait du temps une seule fois. C'est-à-dire que maintenant que j'ai les adresses, je pense qu'il faut prendre la peine à un moment dans l'année où on a un petit peu le temps de faire le tour autour de chez soi, voir ce qui existe. Et une fois que le contact est établi, au final, ça va relativement vite. Alors évidemment, dans cette logique, si vous aimez les fruits de mer à Noël, mais que vous vivez à l'est de la France, il faudra faire une croix dessus, mais avec un peu d'imagination. Et c'est peut-être là en fait le plus difficile, car on a tous un menu traditionnel en tête pour le réveillon et on a du mal à en sortir. Bref, pour manger local, il faut énormément de motivation ou alors de très très grandes convictions. Dans les deux cas, il faut savoir sortir des sentiers battus. Une bonne choucroute à Noël à Nantes, c'est mort quoi. C'est mort. Bon, c'est dommage. En tout cas, voilà de quoi donner à votre petit déjeuner un bon goût de fête, une vingtaine de jours avant. Le menu, c'est pour les grands, mais Noël, c'est aussi et surtout, évidemment, Agathe, pour les plus petits. Et justement, Bigre, deuxième du nom, le féminin mixte et gratuit des parents modernes est sorti. Le bimestriel s'intéresse au budget des familles cette année pour les fêtes, 518 € en moyenne selon le cabinet de statistiques Deloitte. Budget revu à la baisse donc de 4,3%. Surtout, la rédactrice en chef Valérie Marion a recueilli le témoignage de Sophie Marinopoulos, une psychanalyste directrice du service de prévention, promotion de la santé psychique à Nantes. Objectif, prodiguer aux parents quelques conseils avisés, bien sûr, pour que leurs enfants ne deviennent pas, en tout cas pas trop vite, des consommateurs compulsifs. À quelle fréquence peut-on céder aux caprices de son rejeton ? Comment leur faire comprendre, à la vue de leur liste de Noël de plus en plus longue, qu'on ne peut pas tout posséder, ne pas avoir la même chose que ses camarades? Est-ce stigmatisant pour lui ou pour elle? Bref, autant de questions
et de réponses qui devraient aider les papas et les mamans à appréhender certaines situations, à éviter de susciter de la frustration et donc souvent des crises de larmes chez leur progéniture. J'aime bien les spécialistes qui nous apprennent à éduquer nos enfants, c'est toujours sympathique. On ne sait pas le faire, évidemment, et puis surtout, on n'a jamais été enfant avant d'être adulte. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont sympas sur la couverture, mais en réalité, ils nous en font bien baver, ces enfants, je peux vous le garantir. J'embrasse d'ailleurs les miens, qui ne m'écoutent sûrement pas, quoique, à l'heure qu'il est. On change de sujet, allez, on va parler de 3D et d'archéologie, Agathe. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'évoquais cet article de l'éclaireur de Châteaubriand, article dans lequel on apprenait que la 3D était très développée sur ce secteur du nord du département. En voici une nouvelle preuve, j'ai nommé Stéphane Jupin, il est mathématicien, spécialiste de la photogrammétrie et il est installé à Châteaubriand. Son portrait est à découvrir sur le site internet Terhistoire. Alors je le sais, vous avez tous tiqué sur le terme photogrammétrie et pour cause, ils ne sont qu'une dizaine en France à avoir cette compétence bien particulière. C'est une technique qui consiste à prendre des photographies pour reconstituer un objet ou un lieu en 3 dimensions. Et c'est là que l'archéologie entre en scène. Pauline Burguin a fait sa connaissance lors de la dernière Digital Week de Nantes au détour d'un stand de démonstration de drones. On l'écoute. Moi, j'étais surtout sur le colloque consacré aux humanités numériques. Donc, comment est-ce que les sciences humaines rencontrent le numérique aujourd'hui ? Là, je rencontre Stéphane, en fait. Donc lui, il est spécialiste en photogrammétrie. Globalement, on peut dire que c'est une discipline déjà qui est rare et qui recouvre en fait plusieurs domaines d'application, pas uniquement l'archéologie. Exactement. En fait, lui, il utilise beaucoup en archéologie. En fait, c'est devenu sa marotte, on va dire, puisque venant du milieu de la science, étant mathématicien, il avait auparavant jamais travaillé avec des gens dans le domaine des sciences humaines et notamment des archéologues. Mais c'est vrai que la photogrammétrie, on peut l'appliquer dans plein de domaines, notamment l'agriculture, le bâtiment aussi. Quand un homme ne peut pas accéder à un endroit qu'il doit pourtant observer, on peut envoyer un drone, faire des photos pour reconstituer une partie du bâtiment et l'analyser ensuite. Son combat à lui personnellement, c'est aussi la démocratisation des sciences. Lui, je crois que ce qui le plaît, c'est qu'il peut rencontrer des gens qui travaillent notamment dans l'archéologie. Et puis donc si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu, vous découvrirez aussi qu'il a construit son activité grâce à des rencontres faites au Hellfest, au festival Hellfest. Donc à la base, c'est des rencontres humaines, des gens passionnés, qui ont envie de s'associer en tant que cerveau, mais aussi en tant qu'être humain pour faire évoluer les sciences et faire évoluer le savoir en fait. C'est vraiment rendre la science plus accessible finalement. Lui s'est amusé sur le Hellfest, mais là récemment il a aussi reconstitué le chœur d'Anne de Bretagne. Ça c'est presque de l'ordre de l'anecdote. Là où c'est intéressant en fait, c'est de pouvoir étudier les mouvements de terrain par exemple. C'est en étudiant les mouvements de terrain sur le Hellfest qu'il s'est dit que ça pouvait servir aussi dans le domaine de la climatologie par exemple. Voilà, je note ce monsieur qui a d'ailleurs de très bons goûts musicaux, le Hellfest évidemment. Sans transition maintenant, allez, sujet on ne peut plus sérieux, vers un commerce du sang, c'est le dossier de l'hebdo de Sévrémen. Oui, tout à fait. Émotion dans le milieu du sang. Depuis quelques semaines, une pétition nationale circule et des élus sont interpellés. Des associations de donneurs de sang du vignoble nantais et les syndicats de l'établissement français du sang, l'EFS, montent au créneau contre des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale en débat actuellement à l'Assemblée nationale. Il s'agit en fait de la commercialisation via des laboratoires privés de plasma SD. Alors le plasma SD, en fait, c'est le sang qui est utilisé souvent dans la fabrication de médicaments. Il entrerait de fait dans le champ concurrentiel et les associations craignent donc une marchandisation du corps. On apprend que le conseiller général UMP de Loire-Divat, Pierre Bertin, est même intervenu récemment à l'Assemblée départementale pour s'opposer à ce qui remettrait, selon lui, en cause l'éthique du don du sang, aujourd'hui volontaire, gratuit et anonyme. Enfin, l'autre problématique soulevée par les syndicats, c'est le fait de voir la fin du monopole de l'EFS sur la collecte de plasma. Selon eux, une autorisation pourrait être donnée au laboratoire français biopharmaceutique. La fin du monopole, c'est la fin de la garantie éthique. C'est aussi un risque pour l'emploi. Sur les 9000 salariés de l'EFS, 600 pourraient potentiellement craindre pour leur poste. Allez, on termine cette revue de presse avec un mot de sport. Agathe, ça nous vient de l'éclaireur de Châteaubriand. On en a parlé dans l'instant sport tout à l'heure. Ouais, on termine en légèreté du football. Demain, l'événement dans le pays castelbriantais, c'est la rencontre des voltigeurs qui évoluent en CFA2 et de Laval, club de Ligue 2. Tous derrière les voltigeurs. C'est la une, donc vous venez de l'apercevoir, de l'éclaireur cette semaine. Des voltigeurs condamnés à l'exploit, nous explique l'hebdo, s'ils veulent poursuivre donc leur épopée en Coupe de France. Pour
cela, ils pourront compter sur plus de 2500 spectateurs acquis à leur cause au stade de la Ville-en-Bois. Pour le coach des voltigeurs, Stéphane Mautin, 2 choses peuvent faire chuter les Lavallois. Soit ils ne sont pas à leur niveau habituel, soit ces blancs et noirs ont un sursaut d'efficacité. Allez, les voltigeurs, dernier représentant en lice dans la Coupe de France en Loire-Atlantique, bien sûr avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes. Ce sera au tour suivant. Et pourquoi pas une confrontation FC Nantes-Châteaubriand à la Beaujoire. On avait déjà eu FC Nantes-Vertou, donc pourquoi pas. Merci Agathe en tout cas pour cette revue de presse, et on te retrouve dans une semaine, vendredi prochain, pour une nouvelle revue de presse. Mais entre-temps, bien sûr, c'est comme tous les lundis, l'invité Sun Politique. Et ce lundi, ce sera autour de qui ? Ce lundi, donc, ce sera le maire d'Ancenis, monsieur Jean-Michel Tauby, qui sera avec moi. Qui se présentera donc dans nos studios en direct à partir de 7h40. Si vous-même vous avez des questions, vous habitez le secteur d'Ancenis, n'hésitez pas, Agathe, par téléphone, d'abord, 02 43 32 12, comme d'habitude, ou bien sur notre compte Twitter, #SunPolitique. Tout est dit. Tout est dit. Allez, il n'y a plus qu'à. Il est 7h51. Vous êtes sur Sun.